Désormais, en vertu de l'article 63, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Je dis bien les pays tiers. La construction européenne n'a pas supprimé les contrôles de mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne. Elle a supprimé les mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne, mais aussi avec tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'en réalité, ces traités ont donné un feu vert aux entreprises totales pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est de là que viennent les délocalisations. C'est de là que ça vient. Auparavant, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas de délocalisation. Qui a créé l'origine de la situation ? D'ailleurs, je signale, l'article 32, c'est ce qui va de pair, la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres, accroître la force compétitive des entreprises, expansion de la consommation dans l'Union. Les articles des traités favorisent la réimportation de ces productions. À aucun moment dans les traités, il n'est précisé qu'il aurait fallu, par exemple, protéger les emplois des salariés en Europe. À aucun moment, il n'est précisé qu'il faudrait protéger le savoir-faire industriel des pays européens. Cet article 63 est tout à fait décisif. Cet article 63 dit que dans le cas des dispositions du présent chapitre, donc tout ce qui concerne les mouvements de capitaux et de paiement, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors ça nécessite d'y arrêter un instant, parce qu'évidemment, je sais bien que lire des traités, lire du droit, ça n'est pas facile. C'est fait justement pour que le grand public n'y comprenne pas grand-chose. Mais ça n'est pas si compliqué à comprendre. Regardez avec moi. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Restrictions de mouvement de capitaux, ça veut dire qu'ils peuvent sortir leur argent pour aller construire les usines. Et non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les pays tiers. Vous voyez dans cette formule les pays tiers toute l'arnaque des européistes qui vous disent on va faire une Europe puissance. Si on avait voulu faire une Europe puissance, on n'aurait jamais mis les pays tiers. On aurait dit on va faire entre nous une Europe puissance. On va se délocaliser entre les pays d'Europe. On va maintenir notre savoir-faire. Mais pas du tout, on a mis les pays tiers. Ça veut dire qu'en effet, Peugeot va pouvoir aller investir en Chine. Et je me permets d'insister auprès de vous sur quelque chose dont je découvre que mes compatriotes finalement ne le savent pas. C'est d'ailleurs normal qu'ils ne le savent pas puisque personne ne leur a jamais dit. Comment ça se fait qu'on parle de délocalisation maintenant ? Pourquoi on n'en parlait pas en 1972 ? Pourquoi on n'en parlait pas au même du temps de Mitterrand, du début en 82 ? On n'en parlait pas. Alors il s'est passé quoi ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est ça. Ça, c'est directement le traité de Maastricht. C'est ça qui s'est passé. Je me permets de souligner ce point. Lorsque, par exemple, en 1975, une entreprise française, imaginons que ça lui ait traversé l'esprit, ça n'était pas la mode de l'époque, mais ça lui ait traversé l'esprit de dire « je vais construire une usine à l'autre bout du monde à des tarifs très, très faibles ». Elle n'en avait pas le droit. Elle devait aller demander une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Et donc, le président de Peugeot, il devait aller prendre rendez-vous au ministère des Finances et voir la direction du Trésor, et puis voir ensuite éventuellement le cabinet du ministre, en disant « j'ai un projet d'investissement pour créer une usine. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et à ce moment-là, c'était le ministère des Finances qui, dans sa grande sagesse, disait oui ou non. Actuellement, ce que l'on constate en France, c'est ça. Tous les jours, toutes les semaines, on apprend ici, le fabricant de lingerie, Le Jabi, délocalise et supprime 197 postes. Eh bien, nous interdirons ceci. Le Peugeot va délocaliser la prochaine C3 en Slovaquie. Nous interdirons cela. Electrolux délocalise son usine de Reims. Nous interdirons ceci. Et comment nous l'interdirons ? Tout simplement parce que nous refuserons les transferts de capitaux nécessaires pour construire les usines sur place. Et ces transferts de capitaux devront faire l'objet d'une autorisation de l'État, comme c'était d'ailleurs le cas sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand, jusqu'au traité de Maastricht. Parce que c'est comme ça que ça se passait avant.
Les entreprises, ça fait belle lurette qu'elles auraient aimé aller s'installer dans des pays à très bas coût de salaire, sauf que c'était niet. Il fallait obtenir l'autorisation de l'État, qui dit autorisation ne dit pas interdiction systématique. Je cite souvent l'exemple de Peugeot allant s'installer, allant créer une usine en Iran. Eh bien, la France avait étudié, le ministère des Finances avait étudié, est-ce que oui ou non, et puis on avait dit oui. Oui, pourquoi? Parce que c'était bon pour Peugeot. D'ailleurs, si Peugeot proposait le truc, c'est qu'ils jugeaient que c'était bon pour l'entreprise. Ça permettait à l'entreprise de se développer au Moyen-Orient, de fabriquer des 504 robustes pour le marché iranien, le marché afghan. Je rappelle qu'à l'époque, la cour de Kaboul, comme la cour de Téhéran, parlait entièrement le français. De développer également ces véhicules qui seraient commercialisés au Moyen-Orient. C'était bon également pour l'Iran, puisque l'Iran, n'ayant pas d'industrie automobile, voyait d'un seul coup une industrie automobile prendre pied chez elle. Certes, avec des capitaux étrangers, mais enfin, il vaut mieux avoir une entreprise automobile avec des capitaux étrangers que pas d'entreprise automobile du tout. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'industrie à l'Iran. C'était bon pour l'Iran. Est-ce que c'était bon pour la France? Oui, c'était bon pour la France parce que ça permettait à la France d'accentuer sa présence culturelle, industrielle. Dans toutes les rues de Téhéran, on voyait, ou d'Isfahan, on voyait des voitures fabriquées en France. Les garagistes devaient se former à la technique française. Des ingénieurs iraniens allaient venir en France. Tout ça était bon pour le rayonnement de la France. Donc c'était bon pour Peugeot, pour l'Iran et pour la France. Est-ce que c'était bon pour les ouvriers français? Ce n'était pas mauvais pour les ouvriers français puisqu'il y avait un quota de réimportation zéro en France. Peugeot ne pouvait pas réimporter en France des véhicules fabriqués en Iran. C'était seulement pour le marché local. Donc les ouvriers français gardaient leur emploi. Donc c'était bon pour tout le monde. Et donc là, on disait oui. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Hein. Maintenant, on n'a même plus le droit de dire oui ou non. De toute façon, c'est de plein droit. Donc toutes les entreprises s'enfuient pour aller créer leur truc à très bas coût de salaire et réimporter d'ailleurs les produits en France. C'est ça le système que vous propose concrètement, hein, tous les autres partis pour empêcher cette hémorragie sans fin des usines en France. Ils vous proposent quoi, à part des belles paroles? Ils ne vous proposent rien puisqu'ils refusent de vous proposer de sortir de l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'ils maintiennent l'article 63 qui règle notre commerce extérieur et qui règle notamment nos échanges de capitaux. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Alors vous avez M. Montebourg. Hein. En 2012, M. Montebourg s'est produit sur les scènes en faisant comme ça des grands mouvements. On va interdire les délocalisations. Mais comment pouvait-il interdire les délocalisations puisque la France restait dans l'Union européenne dont l'un des traités interdit d'interdire, justement? C'est là où il se moque de vous. Si on veut arrêter les délocalisations, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un terme à l'article 63, point. De la même façon, d'ailleurs, que nous rétablirons également des autorisations préalables pour tous les achats étrangers des actifs du patrimoine national. Peut-être fixerons-nous un plafond, un plancher minimum. On peut considérer peut-être que des achats d'actifs de moins de 5 millions d'euros seront de plein droit. Ce qui permettra déjà à des oligarques russes ou à des gens de s'acheter des baraques à 3-4 millions d'euros. Ça va, c'est déjà pas mal en France. Mais actuellement, on assiste à quoi? On assiste à ça, le château de Gevrey-Chambertin, vendu à un Chinois qui a fait fortune à Macao, l'un des grands crus des Côtes de Nuit en Bourgogne. Eh bien, nous dirons non. On assiste à ça, le Qatar qui rachète la France. Le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'un des très grands hôtels particuliers de la place Vendôme, le Ritz, le Prince de Galles, le Georges V, tout ça, c'est le Qatar qui rachète. Ben, nous dirons non. Voilà. Alors c'est sûr que peut-être l'émir du Qatar ne va pas me donner des valises de billets pour mener ma campagne présidentielle. C'est possible. Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Nous dirons non. Nous dirons non également lorsque, par exemple, ça s'était sorti dans la Tribune il y a 2 jours, et si l'État vendait l'aéroport de Toulouse aux Chinois, eh bien nous dirons non. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas la Joconde à Goldman Sachs et puis le château de Versailles à JP Morgan pendant qu'on y est? Nous dirons non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en disant non et en interdisant cela, nous ferons ce que font les autres pays du monde. Puisque, comme je le dis souvent, si par exemple, Florence, vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro-million du vendredi prochain, vous ne pourrez pas acheter un hôtel au Qatar.
où vous ne pourrez pas acheter un très grand jardin de thé en Chine, parce que les Chinois ou les Qataris diront interdit. Quand ça interdit, interdit. Mais attendez, interdit par notre législation. Les autres pays du monde se protègent et nous sommes interdits de nous protéger par les règles, les traités européens. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. La mondialisation, c'est un jeu de c'est-à-dire que la mondialisation n'a pas les mêmes règles pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes règles et la réciprocité. Donc ça, c'est justement ce qui nous permettra de lutter contre ça. Que proposent d'ailleurs tous les autres partis pour empêcher ce pillage? Rien. Rien que des belles paroles. On le voit bien d'ailleurs. Ils ont fait quoi? Exemple de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne, la fin de la fuite fiscale des grandes entreprises. On a appris il y a quelques jours ce qu'on a appelé le LuxLeaks. Le Luxembourg est un paradis fiscal pour 340 multinationales. Des entreprises multinationales s'arrangent avec le Luxembourg pour faire apparaître des bénéfices au Luxembourg et faire apparaître des pertes dans les autres pays. Résultat, eh bien, il n'y a pas d'impôt à payer en France, etc. Et comme l'impôt est extrêmement faible au Luxembourg, elle ne paye pas d'impôt du tout. On est en train de revenir à ce qu'a créé la Révolution française. La Révolution française, les nobles, les aristocrates, le haut clergé ne payaient pas les impôts, c'était les plus riches. Actuellement, ce sont les Français, même les plus pauvres, qui payent les impôts. Même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, tout le monde paye l'impôt sur la TVA, qui est un impôt anti-redistributif et injuste. Puisque Mme Bettencourt, qui est une multimilliardaire, ou bien quelqu'un qui n'a même pas le SMIC, lorsqu'ils achètent, je ne sais pas moi, 1 litre de lait, ils payent la même TVA. Donc nous avons affaire au fait qu'en France, ce sont les gens les plus pauvres qui payent les impôts, alors que les gens les plus riches organisent leur évasion fiscale. Et ça, c'est permis justement, toujours, notamment par cet article 63 de l'Union européenne. Que vous proposent concrètement tous les autres partis pour empêcher cette fraude fiscale, qui explique d'ailleurs en partie la hausse de notre dette publique? Rien. Ils refusent de sortir de l'Union européenne.